mal d'interfaces sur les questions législatives et éthiques qu'on avait proposé à Fanny Roll, qui est en train de papoter avec Nathalie Briel, ses étudiants, de se joindre à nous. On avait proposé à Gérald Piquemel aussi, parce que c'est un des maîtres à penser du prélèvement et de la greffe historiquement dans le CHU. Donc Gérald Piquemel qui était animateur du CHU, qui est un membre actif et qui est fondateur de l'espace de la réflexion éthique. Je pense que c'est ce qu'on avait prévu pour la table ronde, de manière à ce qu'un échange, mais on va vraiment mettre au centre du dispositif Vincent, qui nous expose tout ce qu'il n'a pas encore exposé, parce qu'il évoque les incertitudes et les partages, avec quand même, on le redit, pour ceux qui ne sont pas du sérail médical, l'idée que dès qu'on innove en santé, il y a toujours des zones d'incertitude, il y a toujours des questionnements. Je crois que c'est Gérald qui le dira mieux, mais le jour où la première plaque de cœur a été réalisée sans cadre législatif, sans trop de débat de société, les pionniers prenaient des risques. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est bien de prendre de manière à considérer, mais en tout cas, la prise de risque fait partie de l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de le dire, parce qu'on est dans une société où on a l'impression que tout devrait être porté, tout devrait être cadré. Et il n'y a pas de pratique médicale sans risque, il n'y a pas de recherche médicale sans risque. La question, c'est comment, effectivement, c'est partager démocratiquement avec la société pour qu'il y ait un contrat social qui soit bien posé. Donc, Gérald et Fanny, je vous laisse nous rejoindre. Et puis, je vais passer la parole à Michel Labré, que je remercie encore d'avoir fait la route pour venir jusqu'à nous. Il est même passé devant Mont-Saint-Michel, parce que c'est une merveille normande. Voilà. Donc, je lui cède la parole. Lui qui a fait le choix de venir de la Bretagne. Non, alors, je propose que, pour proposer des choses, je vais prendre des éléments du débat, sans les s'éloigner très bien quand même. Bon, mais merci d'avoir été et je vais essayer de bien faire silence pour bien entendre les choses, parce que vous avez remarqué que Vincent et certains membres de cette table, bien qu'ils ont beaucoup de compétences, sont moins forts en gueule que moi. D'accord? Donc, merci de l'invitation, encore une fois, et c'était très intéressant comme après-midi. C'est deux questions qui ont depuis 2015 m'intéressent, les politiques de retraite s'intéressent à la transplantation utérine et qui ont été posées, abordées, et ça c'est difficile. Et ce que je remarque aussi, c'est un peu de l'après-midi, mais il y a une interrogation sur ce qu'est être femme ou une mère, ce qui est arrivé, et peut-être définir plusieurs mères pour déjà positionner la GPA versus l'adoption versus la transplantation utérine, qui est sur trois moyens d'accéder à la parentalité pour les patientes avec une infertilité utérine qui est finie par l'absence d'utérus. Là, pour répondre à certaines questions, c'est la mère biologique, la mère juridique et la mère porteuse qu'on va répondre. Et la seule technique ou moyen pour répondre à ces trois questions pour ces patients, c'est quand même la transplantation utérine pour être à la fois mère juridique, mère porteuse et mère légale. Voilà, pour la GPA, c'est la mère génétique et la mère biologique, et la mère juridique, qui ne sont pas porteuses. Et pour l'adoption, ça c'est la mère juridique. Et pas les deux autres fonctions, même si on peut encore définir plein de choses, il y a la mère affective, les mères professionnelles, etc. Une deuxième chose aussi, c'est mettre en perspective la transplantation utérine qui est une innovation, dans les innovations dans la problématique ou l'assistance médicale à la procréation. Et globalement, quand on regarde cette historique, même si la société fait évoluer, on va dire, les couples, qu'est-ce que c'est, les parents, enfin, différents formes à couple, avec notamment la nouvelle bioéthique et qui sont fondées et actes sociétalement de modalité de parentalité. Il n'empêche que l'ALP a répondu à des demandes finalement des couples. Et on a créé, dans les années 80, le premier succès qui était la fréquentation du couple, répondre à la fertilité tubulaire. On ne savait pas comment traiter la fertilité tubaire au sein de la société. C'est les molettes, je crois que c'est déjà à fond. Mais l'adoption existait déjà.
Et pourtant, d'après la Fédération du Trot, il y a des risques potentiels à la Fédération du Trot de manipuler biologiquement l'embryon à l'époque, c'était une maladie bien plus grande, dans les années 80, que ce qu'on fait maintenant avec la transplantation économique. La méconnaissance est bien pour. Ensuite, on a dû faire face à on a répondu à l'infertilité masculine. Les couples dont le conjoint est azoosperme, par exemple, ou oligoazoosperme, la fertilité naturelle est quasiment impossible. Voilà. Et il y avait déjà une réponse qui était le don de sperme, avec les sécos qui sont nés dans les années 60. Donc on avait déjà une réponse à la fertilité masculine qui était le don de sperme, l'insémination. Et pourtant on a créé la clinique. On a inventé, développé la fécondation in vitro avec l'injection intracytoplasmique de sperme. Vous ne savez pas ce que ça allait donner à l'époque. C'est cette manipulation biologique, et pourtant il y avait une réponse déjà médicale qui était des sécos, des dons de sperme. Et là maintenant on arrive à trouver une solution. Tout ça pour dire que cette histoire dit que la grossesse, l'enfant à naître, ça reste comme un projet intime qui reste en couple. Et donc, on souhaite, les couples, les femmes souhaitent quand même que ça reste son patrimoine affectif, porter son enfant, c'est quand même la demande qui est formulée par les couples. Nous avons fait des enquêtes auprès des premières concernées, mais c'est un petit peu biaisé dans l'enquête parce que on fait des enquêtes auprès des patients atteints du syndrome de Rokitansky, on passe à la solution patiente, et donc c'est quand même des populations un peu différentes. 70 à 80% répondent entre GPA et transplantation utérique, que préférez-vous, même avec l'information sur les risques. 80% répondent transplantation utérique. Voilà. C'est quand même, on s'inscrit dans l'histoire sociétale globale depuis 70 ans, dans la société moderne, que la grossesse reste un problème de la couple, mais qu'on veut le laisser dans le quand même, avec Philixie, puis maintenant la transplantation utérine, malgré les alternatives qui existaient déjà. Non. Je ne sais pas si ça a fait des questions. Je passe la parole. On peut passer la parole à Fanny, qui tout à l'heure nous a interrogé en fait sur ces limites de soins de recherche, pas peut-être quand même sur un sujet qui m'a étonné dans les étudiants, l'idée qu'il y aurait y avoir une liste établie le prélèvement d'organes possible, le prélèvement possible qui n'a jamais eu lieu. Je trouve ça intéressant de voir que le droit ou le juridique rentre dans l'infinité des détails, parce que vous savez que c'était là plutôt pour poser des principes généraux. Donc est-ce que ça veut dire que si la liste était reprise de demain et utérus et ne pas dedans, on ne pouvait pas réaliser cette pratique dans les services cliniques? Je m'interroge. Je vais répondre dans... Je vais répondre d'abord à ta dernière question. Effectivement, le droit cadre, c'est l'objectif de la législation et des textes réglementaires. C'est aussi sans doute pour ça que l'on n'a pas de liste établie, que la seule liste concerne le don d'organes post-mortem et plus particulièrement les organes qui peuvent être greffés en cas d'arrêt cardio-respiratoire, parce que c'est finalement parce que le droit va moins vite, parfois que les avancées scientifiques, et surtout, même si c'est une liste fixée par décret ou arrêté, il en reste vraiment que le temps que le gouvernement se saisisse, le ministère, les conseillers se saisissent de cette question, ça peut freiner les choses et la liste n'est pas établie pour justement pas freiner l'avancée scientifique, permettre de faciliter les greffes d'organes, particulièrement entre personnes décédées en faveur d'une personne vivante. Et pour une autre question sur l'articulation de recherche et soins courants, j'ai réagi parce qu'effectivement, il y avait peut-être un flou aussi dans les présentations des étudiants, parce qu'ils sont partis des protocoles de recherche. En tout cas, les étudiants juristes sont partis des protocoles de recherche pour envisager ce que serait finalement l'approche juridique du don d'utérus si on sortait du cadre de la recherche pour aller vers le droit commun. Et on sait très bien que le cadre de la recherche est forcément beaucoup plus
baliser parce qu'il faut aussi démontrer dans un premier temps que la technique peut être utilisée, puis ensuite on va élargir. La recherche, c'est pas juste un protocole, ça se fait en plusieurs protocoles en fonction du type de recherche et de la complexité et de la dangerosité aussi pour les participants de la recherche. Donc on a des études de pilote, études de phase 1, phase 2, etc. Qui va concerner d'abord tous les patients, puis un peu plus, puis une population plus grande, jusqu'à ce qu'on arrive en définitive à s'interroger, est-ce que le produit, la technique, le dispositif médical étudié à la recherche va pouvoir être inclus dans le soin courant. On ne fait pas de la recherche, mais il faut juste pour le plaisir de chercher. Il y a, en tout cas, je pense, en matière médicale, de recherche impliquant la personne humaine notamment, on fait de la recherche parce qu'on veut peut-être à terme, si les résultats sont positifs, si la balance bénéfice-risque est favorable, de le déployer en soins courants. Et c'était aussi l'objectif, en tout cas pour les étudiants juristes, de s'interroger, et si on déploie en soins courants, est-ce qu'on applique le cadre légal du don d'organes vivants tel qu'on le connaît actuellement, au droit général, ou est-ce qu'il faudrait faire des textes spécifiques au don d'utérus au regard de sa particularité, ce qui est aussi l'objet de leur présentation, de répondre à ces interrogations, parce que être juriste, c'est s'intéresser sur le droit actuel, mais c'est aussi réfléchir au droit à venir et faire de la prospective. Juste un souci, un centre de qualité. Par rapport aux étudiants qui sont posés la question de la pression sur la donneuse, quelle qu'elle soit, c'est important de vous rappeler que ces demeures, depuis longtemps, passent devant une commission qui est chargée d'évaluer tous ces éléments de pression familiale, éventuellement de transactions, parce qu'il peut y avoir des transactions, que ce soit financières ou autres, et de s'assurer de la pureté de ce consentement, de son caractère réellement éclairé, de l'absence même, ce que disent nos collègues du président du tribunal judiciaire, parce que c'est eux qui finissent par valider la procédure, même la question d'emprise, par exemple. Alors, la notion d'emprise, mais donc, il y a quand même ce rempart qui existe. Moi, pour avoir siégé dans ces commissions, je dois dire, des fois, je l'avais, peut-être un petit avec papy, en fait, il nous est arrivé de mettre à la fin de cette commission contre-indication médicale. Alors qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale, mais simplement parce qu'on sentait des pressions. D'ailleurs, on n'est que de la contre-indication. Par contre, du principe que les pressions font partie des contre-indications. Donc, c'est aussi pour montrer que la société s'intéresse à ce sujet-là, à la sécurisation de la liberté pleine et entière des donneurs, parce que je pense qu'on est tous soumis à des questions de pression familiale. Ça peut exister. Je ne sais pas, Gérald, tu me mets un petit peu là-dessus. Tout à fait. Je voulais justement vous parler de ça parce que j'ai beaucoup entendu le mot culpabilité. Ça a beaucoup été réfléchi et je voulais répondre et j'allais dire exactement ce que tu as dit à propos de cette idée d'expert et de surveillance et que surtout, c'est quand même une protection, et que le comité n'a pas à justifier. Il suffit juste qu'il dise nous en fait. Et ça suffit. Moi, j'avais deux, trois petites choses à dire pour faire une petite sagesse perso. D'abord, vous remercier parce que je suis toujours admiratif de cet exercice de réflexion et qui, catégorie par catégorie, montre déjà le prisme par lequel vous abordez toutes ces réflexions. Je trouve ça assez extraordinaire. Il y a un dynamisme qui est important et je pense qu'on était là plusieurs au tout début de ces journées étudiants citoyens. Le dynamisme n'a pas changé. Les autres en pensent, en tout cas, c'est important. Par contre, j'avais envie de resituer un tout petit peu ce dont on a parlé, parce que si je peux me permettre, il y a des petites confusions, des petits mélanges entre don de vivant à vivant et puis don d'utérus. J'ai envie de dire que le don chez la personne encéphalgique, ça je connais. Le don du donneur vivant, je connais un tout petit peu, mais un petit peu moins. Et puis le don d'utérus, je connaîtrais rien, sauf de manière livresque. Donc on a situé les choses parce qu'on parle de quelques greffes, on a parlé de, je sais pas, ça c'est des unités. Juste pour dire que l'an passé, quand même, je vais juste parler des greffes d'organes, il y a eu 5500 greffes
Donc c'est pour que je resitue un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Et pour le rein, eh bien, il y a 3400 greffes, c'est beaucoup, et puis 500, dont 500 de donneurs vivants à vivants. Et je voulais resituer tout ça parce que j'entendais parler de dons croisés. Oui, ça existe pour la greffe rénale, mais la greffe du virus, on y voit encore. On est évidemment très loin de tout ça. Donc ça, c'était pour resituer, pour dire que vraiment ce dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose un tout petit peu d'extraordinaire. On est dans la recherche, on n'est évidemment pas dans le courant, et c'est pas demain qu'on y sera. Peut-être après-demain, mais en tout cas pas demain. Je ne sais pas ce que d'autres pensent, mais j'avais vraiment envie de dire que c'était ce dont on avait parlé. Et ayant dit ça, moi je veux bien répondre à des questions autres. J'ai entendu aussi, est-ce qu'on aura suffisamment d'organes pour greffer toutes ces 20 000 personnes qui... Le prélèvement d'organes en mort encéphalique, c'est 1800 par an. Et ce ne sont pas que des femmes. Donc évidemment, on ne pourra pas couvrir tout ça. Mais est-ce que toutes les femmes qui sont porteuses de ce syndrome auront envie d'être greffées? Forcément, je pense. Voilà, j'avais envie de refaire toutes ces petites précisions pour qu'on resitue bien les choses et qu'on ne sorte pas d'ici en disant greffe d'utérus, c'est humain, c'est classique, et c'est dans les soins pour eux. Et ce faisant, j'avais une question à poser à notre profil. On a un interlocuteur qui, lui, est plus au fait de la greffe utérus que moi. J'avais envie de lui poser la question de savoir comment lui se plaçait, comment il se considérait. Est-ce qu'il se considère comme un pionnier, comme un expérimentateur, ou comme quelqu'un qui relève un défi personnel ou chirurgical, ou est-ce qu'il répond à vraiment une angoisse des femmes que je ne sous-estime pas, mais est-ce que la demande est si importante que ça? Je n'ai aucune idée. J'ai envie de voir moi. À moins que tu sois comme ça à la fois. J'avais posé la question aussi avant pour pas faire sur les stabilisés. Je posais des réponses à votre pourquoi, mais on va déjà poser la question. Voilà, bon, c'est plein de choses à la fois. Et alors, je ne suis pas pionnier parce que le pionnier, c'est un cheveu. C'est lui le pionnier, tout le monde lui avait dit que c'était pas possible et lui il l'a fait. Donc, voilà. Non, je suis suiveur, mais je répondais, je trouvais ça. J'ai trouvé ça en 2015, je ne savais pas que ça existait auparavant. Et j'ai trouvé ça incroyable, cette aventure-là. Et d'avoir la chance de participer à une aventure humaine comme celle-ci, c'est pas. Ça n'arrive pas forcément aux autres carrières. Et de pouvoir en profiter, c'est formidable. Si je peux juste mettre un petit ordinateur pour participer à cette aventure, je suis preneur, je suis candidat. Donc j'ai tout fait pour pouvoir y participer. Voilà, c'est. Voilà, il y a un petit côté aussi d'égo personnel, de défi. Voilà, je suis chirurgien, c'est un truc que j'ai jamais fait, je peux le faire. On est un peu formaté comme ça quand on sort de la chirurgie, juste à 5 sélections si on devient. Il y a tout ça. Et puis, est-ce que c'est répondre à une demande des patientes? En soi, oui, mais ça n'a pas la perception qu'on a eu au départ. Parce que ces patientes qui sont malheureusement un peu laissées atteindre le syndrome de diagnostic, pas les ce syndrome. Sont un peu finalement isolés. On les entend pas, elles sont pas du tout. Et l'association patients d'émergence existe, mais ça décline. Et puis, ces patients-là sont commencés à devenir arrêtés, parce qu'elles cherchent à avoir des enfants, un peu comme ça sexuelle. Et là, j'ai découvert quelque chose, parce que je m'en occupais déjà auparavant pour rétablir la relation sexuelle, parce qu'on faisait ça un petit peu auparavant. Et puis finalement, la relation ne parlait pas, on avait toujours dit que c'était impossible. Donc la demande n'était pas fondée parce qu'on avait déjà occulté la demande à y répondre. Donc maintenant, j'ai des patients à qui on a fait cet espoir un peu fou. Donc il y a beaucoup plus de patients qui demandent déjà du nouveau que ça va répondre. Et puis oui, et là, c'est après coup que j'ai ressenti la demande qui est très forte. Et dans cette population qui est très isolée, ils n'ont pas d'association, on va dire, la LGBT, évidemment, qui sont plus présents dans les réseaux sociaux, qui sont en train de grandir.
les éleveurs de quelques jours. Puis on les voit apparaître à la consultation, et puis en fait, on ne s'occupe pas d'elles tout court. On ne s'occupe pas de leur fonction sexuelle, on s'occupe pas un peu. On ne s'occupe pas de leur fonction endocrinienne, ces patients-là, ils n'ont pas d'arrêt. On ne sait pas comment sont imposés. On ne sait pas s'ils n'ont pas besoin de stimulation hormonale interne, ils vont faire diminuer leur risque. Voilà, c'est juste peut-être que je me fais un peu, c'est déjà fort dans la course, c'est que c'est individuel, les filles producteurs, enfin, les secondaires du projet, qui font partie de marginalisation en fait. Et bah, oui, je suis bien confiant de participer à ça. Donc j'avais une question moi, sur les critères d'inclusion des protocoles, parce qu'on voit que les critères d'inclusion, l'âge, ont été déterminés à 40 à 65 ans. Est-ce qu'il y a une raison médicale ou est-ce qu'implicitement c'est lié au fait qu'on se dit après 40 ans, le projet parental? Et j'aimerais revenir aussi sur les critères fixés par la MSM, si j'ai bien compris. C'est une demande, ce que le conjoint de la donneuse donne son consentement, c'est bien ça. Okay. C'est plus subtil. C'est. On n'a pas. Ils n'ont pas explicitement demandé que le conjoint soit d'accord pour que la patiente soit présente. Mais ils ont demandé un consentement du conjoint. En plus. Le conjoint soit hétérosexuel ou homosexuel. C'est pas assez chouette parce que j'ai pas assez répondre. Et voilà, donc au début, je suis resté sur. Je suis un peu compréhensible, donc je n'ai pas tout le temps et le reste, voilà, si par exemple, non, je m'adresse à la personne qui n'en a plus, spécial, la autonomie de la personne. Et donc, c'est la femme qu'on veut créer, ça va être la famille. C'est pour projet, mais c'est pas essentiel. Et on va faire un introduire de participer au consentement parce que je participe quand même à l'interaction aussi parce que quand il y a des secrets, il y a beaucoup de faire, l'apport des gamètes. La deux. Ah non, le conjoint de la receveuse. De la receveuse. Je parlais de la receveuse. Non, le conjoint de la donneuse, on ne vraiment pas. Ah non, c'est le conjoint de la receveuse. Qui avait complètement inscrit de tout ça. Pour des raisons à la fois philosophiques et assez variées. Et même aussi techniques sur le menton. Et non, en fait, rien. Mais de toute façon. Ouais, mais la PMA, ça, c'est. Je sais pas, je vais essayer de me compléter, mais je pense que l'auditeur comprenne bien. Je pense qu'il y a deux temps dans ce dossier. En fait, il y a le temps avant la loi de l'éthique et sa révision de 2021. Donc, comme le geste chirurgical est connexe de la PMA, c'est pour ça qu'il a enlevé le consentement en général. Moi, je pense qu'il devrait faire le consentement. Parce que ce que je vais dire, un consentement, et dire que l'accepte comme critère d'inclusion, et pas en faire un élément comme critère d'inclusion, on n'inclurait que les femmes dont l'homme avec le consentement. C'était avant la loi de 2021. Depuis qu'il y a eu la loi de 2021, vous avez tout à dire, à mon avis. Je pense qu'il y a un amendement, au protocole, pour dire on inclut les femmes seules, voilà, pour être en cohérence. Oui, juste pour apporter des précisions, effectivement, alors ça me fait plus que ce soit la donneuse, le conjoint de la donneuse, je ne voyais pas trop l'intégrité du corps, etc. Donc c'est tout à fait logique. Consentement de la receveuse, c'est une invocation PMA, je pense, qui a conduit à ce qu'il y ait un consentement, parce qu'il consent à participer à la recherche, mais il consent aussi à la PMA en tant que couple. Et du coup, déjà, s'ils sont mariés, il faut savoir que le mari va être, par le fait de la loi, quasiment automatiquement, il y a des exceptions, mais en vertu de ce qu'on appelle la présomption de paternité, il va être le père, donc bien évidemment, il demande de consentir, puisque l'enfant qu'elle portera et pour lequel elle se donnera naissance sera rattaché à son mari quasiment automatiquement. Donc, c'est pas la même chose, on ne peut pas accepter le jumelage, mais dans la procréation médicalement assistée, soit c'est un couple et c'est un projet de couple,
soit c'est une femme seule, et dans ce cas-là, elle est seule de son couple, mais elle ne peut pas être mariée, toujours pour la même raison de présomption de paternité, parce que si l'homme n'est pas introduit, il va être par l'effet de la loi père, et donc c'est pour ça qu'on exclut les femmes, on inclut justement dans la PMA les femmes non mariées, on a fait cette précision pour justement éviter de rattacher un homme qui ne souhaiterait pas un enfant juste par l'effet du mariage, alors qu'une femme seule peut être taxée ou en concubinage, il n'y aura pas de conséquences parce que son partenaire de pacte ou son concubin ne sera pas père s'il ne le souhaite pas. Voilà, on ne va pas le forcer. C'est important de rappeler, alors, pas aux étudiants juristes, mais aux autres étudiants, qu'en fait, seul le mariage pour reconnaissance de paternité, comme ça, ouais, et encore, c'est exception, mais qu'on ne peut pas, on ne peut pas imposer voilà, la paternité à un homme qui ne regarde pas volontairement. On peut dire ça comme ça. Ça fait un consentement. Vas-y, précise, parce que c'est un sujet souvent que les étudiants posent. On ne va pas pouvoir contraindre quelqu'un à aller reconnaître un enfant, même si c'est le sien. Souvent, je me caricature un peu sur les étudiants de première année. Je leur dis qu'on ne va pas envoyer la gendarmerie à la police pour aller chercher l'homme, pour l'amener devant l'officier d'état civil, donc le maire, qui signe la reconnaissance. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut contraindre judiciairement, c'est une action en justice, pour que l'homme qui a conçu cet enfant soit déclaré judiciairement comme père avec des tests génétiques qui vont pouvoir être pratiqués. Donc, quand on est géniteur d'un enfant, oui, on pourra être déclaré comme père dès lors qu'on est dans les délais d'action, effectivement. Et la Cour de cassation est très claire. Si on examine et qu'on ne veut pas d'enfant, eh bien, on peut tout à fait mettre de sa contraception et on prend les mesures nécessaires pour pouvoir ne pas être père et on ne peut pas reporter la charge en disant mais moi je ne l'ai pas, elle m'a piégé, mais si on ne veut pas être piégé, on les met de sa contraception. L'inverse a été dit aussi. L'inverse a été dit aussi. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas piéger le débat jurisprudentiel. Enfin, c'est un peu aux ordres. Juste, je voulais revenir sur un sujet quand même, peut-être que là, pour une vous savez que dans le don d'organes, alors post-mortem, on dit que les gens peuvent s'opposer au don et que l'agence de biométrie, on a évolué d'un consentement global, on s'oppose à tout, donc un consentement sélectif, enfin une opposition sélective. On peut dire, je suis d'accord pour les mains, mais pas mon cœur, parce que les gens, est-ce que vous pensez, je ne sais pas comme ça, que l'utérus est un organe de spécificité qui fait que finalement, il faut remener des études de population pour savoir si les femmes auraient un regard différent de donner son rein, de donner son utérus. Parce qu'on a parlé de symbolique, on a quand même été sur des thématiques qui étaient assez symboliquement fortes. Moi, je ne suis pas d'accord forcément, la question incestueuse. Bon. Est-ce que finalement, donner son utérus, c'est si différent que ça que de donner sa peau, son cœur ou ses reins? Je ne sais pas, il y a un peu historique. Je n'ai pas de compétences particulière psychologique, mais pour avoir fait des entretiens et justement trouvé ce problème, on est d'accord pour le don d'organes et qu'on aborde la sélection des organes. Je suis sûr que l'utérus aura une symbolique, de même que le cœur a une symbolique, et de même que, on dit toujours entre guillemets, les yeux, alors qu'on ne traite absolument pas les yeux, on traite juste la cornée, mais les yeux, ça reste aussi une symbolique. Donc je ne vois pas pourquoi l'utérus sortirait de ça. Il a quand même des fonctions qui sont complètement différentes du rein et du foie, qui sont des épurations. Je sache que l'utérus a une autre fonction, et moi je suis certain. Et c'est pour ça que j'ai posé aussi une question, parce qu'il y a le fait de donner, il y a le fait de recevoir l'utérus. C'est pour ça que tout à l'heure, je pose aussi la question à notre invité en disant est-ce que tout ce protocole est entouré de soutien ou d'interrogation ou de screening psychologique? La réponse est que oui, et je trouve que c'est bien parce que c'est plutôt avant qu'il faut poser les questions et pas après. Donc pour moi, je suis sûr qu'il y aura une certaine particulière. Il n'y a pas de à chacun. Je suis assez d'accord sur la symbolique particulière, sachant que je n'ai pas les chiffres sur le nombre d'oppositions dans la population majeure, 30%, donc ça ne bouge pas. Et combien font des choix sélectifs ou
c'est très peu. Alors, on en demandera aussi, mais je pense que ce sera propre à chacun. Mais moi, j'aurais tendance à peut-être plus réfléchir par rapport au don de recycle. Là, pour le coup, la symbolique aussi est très forte parce qu'on transmet un patrimoine génétique et du coup, l'enfant qui va naître aura une partie aura ce patrimoine génétique et aussi cette ressemblance physique qui, je pense qu'on est plus encore dans la symbolique et dans le don de recycle et a fortiori aujourd'hui depuis que les enfants pourront à terme, quand ils seront majeurs particulièrement, demander avoir accès aux données identifiantes de la donneuse et aussi la symbolique va avec le jeu de la donneuse. Une intervention sur certaines choses sur la gestion publique. J'ai regardé un peu la bibliographie internationale et un sujet qu'on n'a pas évoqué. Et la question de la vérité à l'enfant. Alors, vous savez qu'il y a déjà le débat sur ce qu'on révèle la vérité à l'enfant quand il est né par PMA. Les études montrent qu'aujourd'hui, plus de 92% des couples révèlent à l'enfant la façon dont il est né, y compris quand c'est une PMA avec gangrène. Donc, au tout début, quand Georges David a créé les sécos, en 2073, il était quasiment à l'inverse. C'était seulement 20% des couples qui réveillaient à l'enfant qui était né par gangrène. Je me pose la question de quelle narration on fera à l'enfant. C'est une question, réfléchissez, c'est-à-dire que l'enfant est né comme ça, avec un nom du terrain, une personne décédée, et ou de sa grand-mère, et ou de sa tante. Donc, je pense qu'il y a un sujet, c'est pour ça que la communauté psychologique, à mon avis, est important, pour que ces questions soient posées dans le groupe. Les gens se anticipent cette question-là, je pense que ça va être important. Il y a un petit peu de sur le lien social de la patiente, du couple et du couple. Il y a aussi un peu de confort de la et sans son non, mais oui, il y a des services forts. On a déjà l'expérience de l'information famille. Il y a le prélèvement à des scientifiques, il y a la cardiologie pour on a déjà commencé. Donc la décoration de Rennes a déjà cette approche. Encore on ne reste pas les questions de l'information. Mais voilà, mais il y a une relation avec la symbolique, elle est c'est pas la même que le cœur, mais elle est aussi forte que cette différence pour l'utérus. Après, ce que à la fois, c'est l'information par la personne intelligente, c'est pas mal qu'on fait avec les familles. C'est d'autres personnes, c'est pas ma fonction. Mais il y a des questions récurrentes, c'est la filiation. Finalement, de l'enfant naître par cette équipe. Et voilà, donc il y a une relation assez apparente de la part des familles, c'est un moment. Alors, c'est le cas, c'est c'est ça qui apparaît. Alors, mais encore une fois, c'est symbolique de la sœur de la mère, qui est très mécanique. Parce que je suis médecin, je viens pour réguler les choses très. Et en plus, voilà. Et moi, l'utérus, c'est une boîte, donc voilà, c'est un bébé, et la boîte ne marche pas, ou il y a maintenant, on va faire quelque chose, et puis on va faire un bébé. C'est un peu réducteur, je vais faire un petit peu. Mais on connaît déjà ça chez nous, ça. Hystérectomité. Non, mais on voit que l'utérus, c'est pas toujours bien vécu, même si le projet parental que les possibilités de grossesse quasiment nulles, mais il faut simplement s'abonder sur la question de l'âge de l'acquisition des donneuses, c'est ça qui est. Alors, pour le système français sur l'âge des donneuses, on n'aime pas les trucs, souvent on reproduit ce qui est fait par la stéréo. Quand on reproduit, c'est bien dans le système, donc on va en reproduire, c'est-à-dire il y a rien de reproduction. Au moins une question qui est claire pour savoir à quel âge on est. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est très simple, c'est que quand même les possibilités de reproduction, d'avoir un enfant chez une femme passé 40, 42, 45, c'est quand même naturellement au moins quasiment nul. On a la symbolique de sperme, de la représentation à venir. Mais biologiquement, médicalement, le fait de pouvoir utiliser un sens après 40, 45, c'est très proche de zéro. Donc, le fait de retirer, on n'a pas l'impression de faire un moins, mais je pense que c'est
Parce La que, symbolique n'est pas là. mais voilà, mais oui, mais c'est parce que c'est une approche médicale. On a dit, voilà. Et de décolletisation, on suit les recettes, donc c'est très mécanique. C'est bien. Après, si vous avez des questions dans la salle, on va se faire utiliser les micros. Je vois qu'il y en a qui jouent. Et donc, Gérald, sur les symboliques, ça vous intéresse. Parce que moi, je suis un peu comme Vincent, même si on est formé un peu dans une dimension organiciste et matérialiste du corps. En fait, il y a beaucoup d'études d'ethnomédecine, d'anthropomédecine, qui travaillent sur la symbolique des organes et pas chez des cas éloignés de l'Europe, c'est des populations très autochtones. En population générale, je sais que dans le cœur, pour certaines personnes, le siège de l'âme, et que l'utérus, dans beaucoup d'écrits, reste le siège de l'esprit et de la nature féminine de l'individu. Donc, on cède aussi une partie de soi-même, on cède à l'utérus. Je vous rappelle, par analogie un peu lointaine, que quand notre collègue Bernard de Gauchel a fait les premiers prélèvements et les transplantations de tissus de la face, on a dit en greffant un visage, on va changer la personnalité du receveur. En fait, les chirurgiens, le matérialiste, quand on ne greffe pas un visage, on greffe un tissu de la face et que le nouveau visage ne ressemble pas du tout à celui du demeure. Il n'est plus d'ailleurs ressemblant à celui du receveur parce qu'on utilise des contours osseux. Donc il y a tout ça à avoir à l'esprit. Alors nous, médecins, on pourrait dire ouais, non, c'est pas vrai tout ça, mais je pense qu'il faut écouter la société, écouter les approches sociologiques, anthropologiques pour avoir cet éclairage. Donc quand vous passez le micro, je crois que c'est Nathalie Briel qui commence. Et vous êtes représentée pour ceux qui connaissent. Oui, donc je m'appelle Nathalie Briel, je suis directrice de l'école de sage-femme, c'est moi qui ai accompagné la promo de deuxième année. Alors je vais justement sur la symbolique du utérus, et je pense effectivement que c'est une symbolique extrêmement forte, qui est décrite depuis extrêmement longtemps dans plein de civilisations différentes. La symbolique n'est pas la même suivant les civilisations, mais c'est quand même un des trois organes uniquement féminins entre l'utérus, le vagin et le clitoris. C'est les trois organes qui nous et l'utérus a cette symbolique du berceau. Et là, ce qui est très intéressant dans la greffe d'utérus et dans le cas qui avait été proposé, c'était que ce berceau, il avait déjà accueilli cette femme qui va accueillir de nouveau cet utérus pour porter ce nouvel enfant. Et je pense que, alors, je crois que quelle que soit la composante qui a réfléchi, tout le monde s'est interrogé sur cette symbolique-là. Et je comprends bien votre positionnement en tant que médecin, technicien qui va répondre à un protocole de recherche. Mais je crois que, quand ils se sont, si on revient sur le protocole expérimental, justement, la problématique du protocole expérimental, je crois qu'ils l'ont tous très bien perçu, qu'on était encore en France sur un protocole expérimental, et tous d'emblée se sont projetés du demain, dans le demain, parce que on espère que notre protocole va aboutir, que vous allez avoir des résultats satisfaisants et que ça va basculer dans le soin courant et dans le droit commun. Et une fois que ça sera dans le droit commun, qu'est-ce qu'on fait de cette symbolique? Comment on s'en dépatouille, est-ce que ça peut avoir une répercussion sur la constitution de la famille, je pense que c'est pas du tout anodin. Je crois que c'est Grégoire qui évoquait le secret. Moi, j'ai travaillé un peu sur le secret dans la FIV avec don de tiers d'honneur. On sait à quel point le secret peut être néfaste dans la construction de l'enfant. On imagine si là, la greffe d'utérus reste un secret, à quel point, découvert à 18 ans, ça peut être assez perturbant pour l'enfant issu de cette grossesse. Et puis, puisque vous aviez réagi sur l'énumération des complications, je suis tout à fait d'accord avec vous, toute grossesse est à risque, par définition. Cependant, puisque les étudiants sages-femmes en deuxième année viennent d'arriver, ça fait 6 mois qu'ils sont à peine 5 mois qu'ils sont à l'école des sages-femmes, donc je leur ai fait faire le processus, énumérer le processus et essayer de réfléchir à chaque fois qu'il y a le risque. Parce que d'emblée, si on ne fait pas l'énumération de ce processus, l'énumération des risques, eh bien c'est juste magique, très bien. Je sais pas si ça marche.
je suis niveau aussi. Si, mais c'est voilà, c'est sur un environnement professionnel. Mais moi, ma grande crainte, c'est de vendre de la magie aux patients. Parce qu'elles ont une telle demande qu'il y a un écart, justement, je ne vais pas minimiser les risques des prix, c'est pas ce que je voulais faire, mais voilà, on espère que ça va marcher avec des risques contrôlés. Mais voilà, les patients n'arrivent pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et ce qui rend difficile actuellement le discours avec les patients. Alors déjà, j'ai une population de patients qui arrivent à Rennes extrêmement sélectionnée, c'est celles qui veulent beaucoup. C'est déjà un énorme recherche. Et la deuxième chose, c'est que elles ne sont pas malades. Elles ne sont pas malades au sens sur la vie. Est-ce que juste ceux qui papotent peuvent se taire un peu, parce qu'il y a une autre solution, c'est de partir. Et là, moi je me confonds aussi l'école sociale avec la dans nos spécialités, donc de coordination, mais ils ne connaissent pas vraiment. C'est-à-dire que ma spécialité est habituée à avoir des patients malades. On se laisse les gens on fait des contraceptions, donc dans notre pratique médicale, on voit des gens pas malades. On sait appeler les maladies, c'est pas long terme, mais ça a un rapport différent avec quelqu'un qui a son cancer du sein. C'est pas la même consultation. Et donc ces patients sont pas malades. Et on vraiment les consultations, c'est une forme de maladie. Et c'est pas du tout la même chose qu'un greffier rénal, un futur greffier rénal qui est délivré sur 3 jours, et il va trouver super la différence. À côté, c'est la biologie probablement. Je doute que la patiente greffée de son utérus va trouver ça super. Avant la naissance, Mais c'est là, je pense qu'on rejoint tout à fait est-ce qu'il faut absolument répondre au droit à l'enfant, y compris en passant par la maladie, puisque ce sera le traitement immunosuppresseur avec tous les idées indésirables. Et je trouve que toutes les composantes là se sont posées la question et je trouve ça assez légitime de se la poser. On évolue énormément actuellement sur le droit à la parentalité, l'accès à la parentalité qui s'élargit énormément, même si tout n'est pas résolu. Mais jusqu'où faut-il aller? Et je pense que si on essaie d'avoir une réflexion éthique, cette question-là, il faut impérativement se la poser. Et je ne dis pas que je suis contre ce que vous faites, et je trouve que c'est même plutôt scientifiquement extrêmement intéressant. Après, est-ce que c'est déclinable à l'infini pour l'ensemble de la population? Et c'est là aussi où moi je me pose la question de l'égalité, puisqu'elles vont extrêmement sélectionnées, c'est clair. Il faut impérativement qu'elles aient une donneuse compatible, donc déjà, même si elles pourraient être incluses, le fait qu'elles n'aient pas de donneuse compatible, ça va les exclure. Donc on va potentiellement se retrouver dans des situations où l'inégalité face aux soins. Il y a un problème, il y a un gros différentiel entre la demande potentielle et le nombre d'utérus disponibles. Voilà, mais donc ça aussi, on a fait ça, cette expérience de premières équipes aussi. C'est globalement la probabilité qu'il y ait une donneuse potentielle dans une famille où il y a une femme qui a besoin d'un utérus, un besoin, est très faible. En gros, vous voyez 100 patientes et 100 patientes demandeuses, et au mieux, après la sélection drastique de la receveuse, y compris, et aussi la donneuse, encore plus de la donneuse, vous avez 3 patients, 3 couples de deux receveuses potentielles. Et quand on va vers le donneuse décédée, notamment en céphalie, on a fait des projections, on a fait des cristals. Et selon les critères actuels, qui sont probablement. Cristal, c'est pas une bulle, c'est le logiciel, le registre de l'agence de la médecine. Le cristal a quand même permis de voir l'information. Et globalement, sur les critères normaux, aujourd'hui, les critères de recherche, probablement qu'on va dire c'est un peu plus. Voilà, on a 30 donneuses d'utérus sur le territoire. Enfin, donc, par rapport aux indices décrits, voilà. Et indépendamment des coûts sociétaux sur cette question, il y a des proportions majeures.
remarque. La dernière intervention, il répond un petit peu, mais quand même, c'est le premier organe, à ma connaissance, qu'on greffe pour la première fois de vivant à vivant, avant de le faire de mort à vivant. Dans l'histoire de la greffe d'organes, Le rein, ça n'a pas commencé sur. il y a 2 reins, donc on peut faire de donneur vivant. Et l'historique de greffe a commencé par le donneur vivant, par le rein, c'est comme on a commencé par le rein, ça suit la même histoire, médicale. Parce qu'en termes, on comprend bien que d'un côté, il y a des aspects médicaux qui circulent de champs de réussite du vivant. Ça ouvre aussi des possibilités de dons supplémentaires de vivant à vivant, parce que les sont assez petits pour les personnes décédées. Et en même temps, ça pose des questions plus redoutables, comme évoqué tout à l'heure, en termes de symbolique, de risque des donneuses vivantes. Et puis la question qui a été évoquée par les étudiants tout à l'heure, la question de la réciprocité, de la dette, etc. Finalement, on se sent encore plus redevable vis-à-vis d'un vivant que d'une personne décédée. Et on pourrait imaginer que pour évacuer une partie des problèmes, notamment le problème de risque pour la donneuse et le risque symbolique ou psychologique pour le receveur, etc., on s'oriente plutôt vers un prélèvement post-mortem plutôt que d'essayer de continuer à fonctionner avec des vies. Clairement, la biomédecine, là, ça reste comme. Enfin, le donneur vivant est plutôt vécu comme un repoussoir, comme tu peux gérer, mais pour l'éviter. C'est parce que c'est le risque, parce que c'est pas leur médical. L'acceptation d'un protocole en donneur décédé est bien plus facile, qu'en donneur vivant, par les agences, par les tutelles, par sociétalement, voilà, c'est ce que l'historique de la science a fait que ça a commencé par le donneur vivant divers. Voilà, du coup, dans votre protocole, vous avez les deux. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de faire les deux? Alors, c'est vraiment un cheminement médical, au sens où le concept a été fait en donneur vivant en 2014. On reproduit ce qui a déjà été fait, en fait, médicalement, parce que après, il y a les Brésil qui a fait en donneur décédé, fait l'approche de concept. Voilà, moi je me positionne ça en France où, moi j'ai fait un donneur décédé, donc à l'époque, moi je n'avais pas encore fait, je dis bah tiens, je peux aller vivant, donc j'ai déposé des projets de leur vivant. Entre temps, soit je fais la naissance de leur vivant, mais je vais redéposer un patient en donneur vivant parce que c'est normal que les tutelles financières disent il y a génétique, et ils vont se faire l'intuition, on peut prendre l'intuition dans ce projet en disant et en question scientifique, je compare les deux possibilités et quels sont les et en comparant les outcomes, les critères de résultat, c'est-à-dire les complications pour la receveuse, pour les complications mondiales, etc. Et quelle est la meilleure solution médicale à moindre complication. Et c'est ça la question de recherche qui a été posée en maintenant les deux points. Mais ces questions de recherche, ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire en terme. Il faut une question scientifique pour un projet scientifique. Je vais provoquer un petit peu, mais quand on discute donc l'agence de la médecine au côté comité national d'éthique, la question que vous posez, mettons 1000 patients qui ont besoin versus 30 donneuses, est un sujet qui bloque les politiques pour dire de valider la pratique. Parce que, enfin, il y a quelque chose d'idégalitaire du milieu de droit. C'est d'emblée qu'on met en place une pratique auquel l'ensemble des populations n'ont pas accès, donc se pose la question des critères d'accès, donc de l'égalité, stigmatisation. Donc, si vous lisez bien entre les lignes de l'utilisation génétique, parce que souvent on ne lit pas assez, il y a toute une réflexion sur quelle serait la politique donc en matière de virus, et pourquoi pas, et je provoque l'état de mademoiselle, pourquoi pas dire qu'on serait donneur du virus de son vivant. Et que donc, c'est comme on serait donneur de sang, comme on serait donneur de aussi. Quelque part, notre juriste est aussi donneur de plaquettes, vous savez. Donc, il y a une réflexion comme ça, avant de généraliser une pratique, parce que soyons clairs, moi je pense que ça ne marche pas. La preuve, c'est que ça marche déjà. Là, voilà, ça ne marche pas. Donc la question, elle sera plus technico-médicale, et puis les risques vont être maîtrisés. Parce que ça a toujours été ça, l'histoire des grapholitiques. On dit, oh là, on ne fait pas parce que c'est dangereux, au bout d'un moment, on sait faire, mais ce n'est pas dangereux. Donc la vraie question, c'est quelle sera la ressource. Donc peut-être qu'on serait une génération
ou celles qui ont 40 ans dans la salle, font partie des générations, on dira est-ce que vous êtes donneuse de votre utérus parce que vous n'avez plus de projet parental? C'est une forme d'évolution culturelle, je pense. Et ça a été posé, il y a très bon article nord-américain, québécois sur ce sujet-là, et demain, de quoi sera-t-on donneur de son vivant? Et donc, ça rejoint la question transhumaniste, ce sujet-là. On a toute une médecine qui pose la question citoyenne de qu'est-ce qui serait prêt à donner pour aider les autres. Je suis complètement convaincu, j'y crois beaucoup, forcément, et que c'est, et à c'est la partie Merkelberg, et qu'il y aura d'autres choses. Aujourd'hui, on fait des grossesses de plus en plus tard, voilà, mais on parle du vieillissement ovarien, ovarienne, la fertilité, voilà. Mais globalement, le virus vieillit aussi, et ça vieillit. Voilà. Et donc, le remplacer, quelque chose qui est quand même tout à fait possible. Voilà, le virus, si on est juste sur du mécanisme pour la fonction, voilà, ça sert. Globalement, on a un peu moins de 2 enfants par femme. Maintenant, ça diminue. Voilà, ça sert 2 fois 9 mois dans une vie. Si on est très pragmatique, je ne parle pas de fonction satellite, mais ça sert 2 fois de moins de vie. J'ai eu une collègue, elle était plein de réunions pendant ce projet, voilà, qui dit mais c'est formidable. Voilà, la dame qui a dans 2012 a des noms sur le collectif de maths. Je l'enlève à 25 ans, je l'enlève à 35. Non mais. C'est la science-fiction. Mais pourquoi pas? C'est pas un organe vital, c'est pas comme un rein. Voilà, il y a des transfrontières de vie, tout ça. Pour des fois, avec l'utérus, on n'a pas d'utérus, on vit normalement. Alors, quand on a son enfant, c'est on en veut. Donc il y a tout ça qui est fait derrière. Après, je ne juge pas d'émotion, je sais absolument pas ce que ça va dire. Mais c'est un champ des possibles. Il ne faut pas que dans la salle, vous croyez que c'est ce qu'on pense. Mais ça fait partie de la question récurrente, c'est-à-dire que si la médecine fait des progrès et nécessite des éléments économiques du corps humain, des éléments économiques du corps humain proviennent de quelque part, et c'est pour ça qu'on nous appelle les étudiants citoyens, parce que les citoyens, c'est soit écouter des FNTV, des SNT, c'est simple, parce que quand vous passez la terre, la question c'est quels sont les citoyens citoyens. Alors là, il y a une flûte d'amphi parce qu'il va y avoir un train ou un transport en commun qui se met à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? De toute façon, on avait dit qu'on conclurait vers 6 heures. Ouais. Juste par rapport à... On peut parler fort parce qu'on entend. La place dans la question d'IVG dans l'utérus, si jamais il y a une information chez l'enfant, que sais-je, les conjoints dans la procédure et l'opportunité de la faire passer. J'ai entendu la problème de l'attaque médicale de sexe, c'est ça? Alors, c'est une situation qu'on peut absolument. Voilà, donc on a mis en place aussi plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu dans le projet des écoles complètes des patientes pour l'inclusion pour éviter de se retrouver dans des situations. En fait, c'est poser la question de faire. C'est ça? Pour les patientes et les filles de la grève. Pour plein de raisons, il y a la raison globale, il y a la raison. Elles ont une pathologie, c'est comme pour les patients et donc il y a des mutations qui donnent aussi des anomalies de l'urénal bilatérales. Donc là, quand ça se pose avec la vie, donc c'est. Mais quand on a parlé de ça dans les maladies génétiques, on a parlé de vie. Là, on est plutôt en train de parler de sécurité, de recharge des patients. Donc il y a des choses là. C'est pas à moi d'un craint de transmettre la mutation au principe, on ne peut pas identifier toujours, mais faire naître des enfants, des jeunes filles, des petites filles sans utérus, pas une maladie pas qui a gravité qui justifie la mutation de ça, c'est pas vrai. Les pères qui font des filles ici, dans un couple des filles ici, qui sont en écosystème, ils transmettent à leur fils l'anomalie. On a accepté ça, et c'est très bien. Et sur les êtres alimentaires, sur un... C'est-à-dire, là, il y a les deux questions. Il y a la question, si ça arrive, je vais utiliser le système qui est en place de CPD-CDN. Si la personne me demande, on ne le trouve pas. Après, il y a la question technique. Comment on la fait? C'est ça la question que je me pose. La technique, c'est ça de faire ça. Comment? Oui, c'est ça, de faire la césarienne à un deuxième trimestre. Ça dépend
ça dépend du temps. Vous avez la possibilité de passer par le vagin? Oui. C'est une greffe orthotopie. D'accord. Et donc elles ont leur règle, donc il faut qu'il y ait une évacuation. Ensuite, on doit réintroduire un embryon, donc on doit le remettre dans le virus, donc on passe par naturellement la Et donc, oui, c'est orthotopie, donc on a accès. Donc on peut faire une L'utopie, pour les ceux qui ne connaissent pas, c'est en lieu et place. Et surtout, vous avez À la différence de la greffe rénale qui, elle, est en fossiliaque, donc c'est pas là où était l'ancien. Donc, mais oui, mais c'est. Non, mais c'est des. Donc, voilà, on peut faire une exploration, ça ne peut pas. Après, ça demande à terme. C'est gérable. Essentiellement, mais je ne préfère pas avoir la situation. Pourquoi vous choisissez la naissance par césarienne plutôt que par voie basse? Alors là, c'est encore une fois, on n'est pas les pionniers, donc on reproduit un truc qui a marché. Donc, inventer, voilà. Ensuite, on est quand même dans un protocole à risque. Si on arrive à la professionnelle, on est content, on va bien. Pourquoi continuer? L'idée de retirer le truc. Voilà, il y a aussi des risques. Voilà, on ne sait pas très bien comment va se comporter les structures vaginales. Et les contraintes sur le mécanisme vasculaire artériel et veineuse. C'est des questions. Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, personne n'a envie d'essayer. Voilà, et la deuxième chose, c'est vrai, c'est l'exploitation. Donc, à terme, c'est encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'il y a une transitoire. Voilà, c'est d'autres questions, une perspective. Mais pour l'entrée de virus, on va aussi opérer. La question, c'est comment on fait. Donc, est-ce qu'on peut faire au moins d'une césarienne, voilà, autre chose. Là, clairement, on sécurise la césarienne ici, enfin, on sécurise la naissance, enfin, c'est un programme. Et parce que la transplantation utérine est quand même très liée à la procréation médicalement assistée que vous faites après. Dans le protocole, en fait, vous vous tenez à la législation et au cadre de la procréation médicalement assistée, donc vous ne faites pas de DPI si on n'a pas besoin, vous ne faites pas de sélection spécifique des embryons au-delà de ce qui est prévu par le cadre juridique aussi qu'on fait. Il y a toujours des débats sur la politique et un portateur qui sera magnétique médicalement, mais c'est pas de règle, ça. Et pour le décès du conjoint, quelle procédure? Et si jamais il y a un décès du conjoint de la receveuse, procédure avant transfert en union, est-ce que vous faites une dérogation de la loi? Est-ce que tout est interdit? Les embryons appartiennent au couple et pas à la femme. Donc ça veut dire que vous explantez, Ah, lié leur utérus forcément. Encore une fois, elle pourrait faire ça, oui. Ouais, mais en fait, ça, elle peut pouvoir rencontrer un conjoint. Non, on va refaire l'embryon. Mais on peut refaire l'embryon quand même après la. Je vais donner une petite indication technique aux projets qui sont restés dans la salle. Dans la loi bioéthique, on interdit à une femme veuve de réutiliser des embryons qu'elle a conçus avec son conjoint. Mais de manière paradoxale, et moi j'ai pris position fonctionnelle là-dessus, on autorise une femme à concevoir seule des enfants. Donc objectivement, avec Pierre Dedin. Donc je me demande, même si à Pierre, la question que vous posez ne va pas aboutir à une évolution législative. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais certains sont d'accord, je suis d'accord. Donc il y a une forme d'identité. Une femme seule parce qu'elle est veuve, qui a des embryons, on ne peut pas les réutiliser. C'est une forme de violence pour ces femmes. Je pense une forme de paradoxe aussi juridique. Là, oui, s'il n'y a pas d'évolution législative, il est certain qu'à terme, dans les 5-10 années à venir, on va être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous invitons très fortement, enfin, dans la dernière décision sur ce point, elle a quand même souligné qu'elle se positionnait avant, donc elle est obligée de réfléchir sur la situation avant, mais dans une situation d'exportation de gamètes et exportation d'embryons, elle a quand même rappelé à la France que, voilà, au regard de l'évolution de son cadre législatif, elle s'est interrogée. Pour l'instant, ça en est resté là, mais il est probable qu'il faille changer la loi voilà, lors de la prochaine révision politique. Ça serait une question qui va être sur les jeux. Donc du coup, vous voyez que c'est intéressant parce qu'on est parti des problématiques d'ordre technique et que on va parler d'information cyclique, de consentement cyclique, toutes ces questions doivent être posées. Comment est-ce qu'on fera en cas d'essai? Ces gens savent, ça je le dis parce que
soyons clairs, c'est un parcours éminemment complexe. Et avec toutes les questions qu'on dit que ça pose. Sans parler d'essai, juste de séparation. Alors, cette séparation du flou, ça sert à rien de débat. Une question, je crois, oui, exactement. J'en avais deux, enfin une courte et une un peu plus longue. La première, c'est, on nous a posé un cas pratique, donc j'aimerais avoir une réponse sur le cas pratique qui nous a été posé, parce que vous aurez-vous dit. Et ma seconde, c'est en même temps une question, mais aussi une remarque. Il était beaucoup évoqué le regret possible de la sœur, donc, le regret de Emma. Et il me semble que c'est révélateur quand même de quelque chose d'assez important, que ce soit dans les médecins ou la société, c'est un peu cette fixation un petit peu malsaine sur le corps de la femme, sur les intentions, sur des procès d'intention. Je m'explique un petit peu plus, que ce soit au niveau de l'IVG, les progrès qui sont faits à ça, sur la PMA aussi c'est des choses difficiles, on interroge toujours qu'est-ce qu'on fait avec le corps de la femme, etc. C'est de la même manière sur ça que je dis, parce que là on va en médecine, hein, c'est aussi sur la laïcité qui concerne beaucoup plus les femmes musulmanes, parce que le voile, etc., c'est essentiellement c'est pour les femmes. Et donc de cela, j'aimerais aussi savoir, vous, qu'est-ce que vous en faites de ces raisonnements de type procès contention entre guillemets, où on va dire, ah mais peut-être qu'elle va regretter, etc. Et d'où ma question. Est-ce que quand vous considérez ce type d'acte de regret possible, est-ce que vous considérez l'acte entier? Parce qu'il me semble que ce qu'on a dit, c'est qu'elle pourrait regretter de ne plus pouvoir enfanter. Mais son acte en lui-même, la visée intentionnelle de son acte, ce qu'elle vise intentionnellement, c'est bien d'aider sa sœur. Et je ne pense pas qu'elle puisse aider regretter d'avoir aidé sa sœur. Et ça pose la question d'une manière tout autre. Donc voilà, si je devais résumer la question, c'est 1. Quelle est votre réponse aux cas pratiques? Et 2. Qu'est-ce que vous faites de ce type de procès d'intention et de légifération sur le corps de la femme? Je vous remercie. La question de 4 heures. Sympa les philosophes. Alors, je sais pas, il y a des cours d'enfance à la maison. Donc, alors la réponse, alors je vais faire une pirouette un petit peu, elle est claire. Déjà, si j'ai deux personnes qui veulent que ça soit plus une dame de 21 ans et une dame de 39 ans. La dame de 21 ans, elle n'a pas eu d'enfant. La dame de 39 ans, elle est quand même encore jeune, avec les virus, avec la pression hormonale, etc. Donc, Il faut déjà la faire 9 ou 40 ans. Ah ouais, je suis plus vieux que ça. Alors, la grossesse, c'est un peu au début. Par contre, en gros, d'un point de vue médiatique, j'ai deux utérus, dont un qui a fait la preuve qui peut faire les enfants. Et pas tout. Donc, je suis pas sûr que le médical de question des risques soit celui de la jeune fille de 21 ans. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre sur est-ce que je prends un utérus une jeune fille de 21 ans, une femme de 21 ans, là, je vais répondre de manière générale à ce que je fais. C'est médical, c'est un ministère, je pense beaucoup les murs, etc. par les murs. Mais voilà, moi, ça rejoint la question de la ligature de trompe. En fait, pour moi, c'est la même question. Donc, c'est toute jeune femme, lors de leur vie de femme, ils sont sortis en France. Qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est pas simple de répondre. Donc, j'ai évolué personnellement sur plus tard ici, parce que j'étais, disons, avant j'étais 35, sur beaucoup plus bas, et adapté au cas par cas. Mais honnêtement, à ce personnage, j'avais les avions sur 25 ans. Alors, comme je suis pas urologue, j'ai pas la réponse. Mais sauf que quand j'ai eu ce cas de figure avec une patiente qui était assistante, j'ai fait consulter, demandé à mon conseil d'équipe en hôpital, qu'est-ce que vous répondez? Et en fait, je me suis rendu compte que l'urologue, justement, avait posé la même question pour la patiente. Donc c'était exactement la même chose. Donc c'est pas l'instrumentalisation de la société du corps de la femme, c'est la société qui regarde la procréation. Et c'est la même chose pour les hommes. Donc ligature différentielle à 21 ans, ça a choqué l'urologue aussi. Hein. Et donc en fait, le comité d'éthique de mon statut, il va quasiment la réunion de jour parce qu'il a juste remplacé les ferrants par
il avait la réponse, et donc ça a été très compliqué. Et voilà, et on posait la question à la présentation, je peux poser cette remarque, voilà. Et après, cette demande-là, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Et c'est très compliqué. Voilà, est-ce qu'on peut faire passer un micro? Non, mais sinon, je peux parler fort, hein, ça me dérange pas. Peut-être une remarque est liée à la discussion. Oh, je suis maître de conf en philosophie. C'est moi qui ai encadré les débats que vous présentez tout à l'heure. Juste une remarque, j'ai une grande admiration pour ce que vous faites, vraiment. Mais la discussion qu'il y a eu sur, finalement, vous, les femmes de 40 ans, peut-être que bientôt on va vous demander est-ce que vous seriez d'accord pour donner votre utérus. Ce que ça a engendré comme une remarque, ce que ça suscite comme question, c'est le contrôle démocratique de la recherche. Je m'explique. Je veux dire qu'il y a votre travail illustre cette situation, mais c'est très général dans beaucoup de domaines, bien au-delà de la médecine. C'est-à-dire qu'il y a des démarches de recherche qui s'enclenchent, et on sait que si ça marche, il va y avoir une demande qui va être faite à la société. Et je veux dire par là que, et encore une fois, j'ai tout ça merveilleux ce que vous faites, donc vraiment, mais ça se pose dans beaucoup de domaines. Ça se pose pour les OGS, ça se pose pour énormément de domaines. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyenne, et on n'a pas demandé aux citoyennes qui sont directement concernées dans ce monde, peut-être en 20 ans, dans 30 ans, potentiellement, on nous demanderait, de même quand on va chez la sage-femme, maintenant on nous demande est-ce que vous voudriez donner vos ovocytes, est-ce que vous voudriez donner votre utérus, parce que maintenant il ne nous sert plus à rien. Mais moi, on ne m'a jamais demandé si j'étais d'accord pour qu'on enclenche de telles recherches, pour qu'un jour, potentiellement, on demande à la société ce type de questions. Mais, vous comprenez bien que ma remarque, elle est générale, en fait, elle ne parle pas seulement. Mais vous voyez, c'est quand même un problème il y a quand même un problème de réflexion, pas seulement éthique, mais démocratique, sur ce qu'une société accepte, qu'on enclenche comme recherche, et donc potentiellement comme demande à la société. Parce que, vous voyez, moi, on ne m'a jamais demandé si dans 8 ans, si dans 10 ans, j'avais envie qu'on demande à moi-même, à mes filles, l'enfant, votre utérus, il vous sert à rien. C'est déjà dur d'être ménopausée, alors si en plus on va vraiment compliquer votre utérus, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Mais je renouvelle mon immense admiration pour ce que vous faites. Je crois ce que dit le CCNE, encore une fois, je veux dire, donc quelque part en filigrane, c'est ça. Et ça rejoint la question de est-ce que la greffe, par exemple, devrait être autorisée par le Parlement. C'est surtout une question de la recherche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça, et que des gens disent d'un autre côté, même si dans un monde idéal ça doit fonctionner comme ça, c'est-à-dire que tout programme de recherche dans la société devrait être validé par la représentation populaire, au moins parlementaire. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Alors oui, non, c'est pas une question que pose parce que moi je suis attaché, on a élu, sauf que le Parlement ne s'est pas prononcé sur ce sujet-là, c'est les agences. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, ça a été décrit, le fait que ce soit les agences qui soient des autorités de régulation, finalement pas si démocratique que ça. Donc une fois qu'on a dit ça, on vit dans le monde où on est. C'est pour ça que j'ai posé la question. Non, mais... la question va se poser, à mon avis, elle va quand même se poser. Je pense qu'elle se posera au moment éventuellement de la généralisation. Une fois qu'on sortira de la recherche, je pense qu'au niveau de la généralisation, et c'est ce que dit le Comité national, on ne pourra pas généraliser sans poser la question aux citoyens. Je pense que la question elle sera posée. Est-ce qu'elle sera bien posée? Est-ce qu'elle sera posée de manière démocratique? Est-ce qu'elle sera posée au Parlement? Oui, mais on est dans nos sociétés démocratiques accordent une telle place aux demandes individuelles. Parce que mes anciens étudiants qui ont parlé de l'utilitarisme, etc., je ne sais pas si vous êtes amusés à faire le calcul utilitariste, là, comme demande de le faire Bentham. Si vous faites le calcul utilitariste, c'est clair que la réponse est en faveur de la GPA. Si on exclut la possibilité, on trouve que les deux solutions sont mauvaises. C'est clair que le calcul utilitariste est en faveur de la GPA, à tout point de vue. Selon nos sociétés démocratique considère, sans doute à juste titre, c'est consensuel, que la demande individuelle compte, à ce moment-là, au bout d'un moment, on ne pourra pas s'opposer à la demande de généralisation. Et donc, cette demande de potentiel don d'utérus, etc., va se poser à l'ensemble de la société. Mais finalement, quand le processus est enclenché, il n'y a eu aucune discussion démocratique sur cette question, pas même comme on l'a fait plus ou moins bien comme on a pu pour la fin de vie, où il y a eu quand même les citoyens qui ont été consultés. Je suis d'accord, mais après, moi, je suis médecin, donc j'ai une réponse, on va dire, de médecin à ça. C'est-à-dire que
il y a des patients qui, enfin, en fait, j'ai des consultations et des patients arrivent à la consultation avec une demande, alors qui est individuelle, mais la demande d'enfant est quand même très, c'est quand même, les sociétales. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pour le cas spécifique de la transplantation utérine, c'est on répond à une demande de souffrance ou à un besoin médical, je ne sais pas, qui est d'être parents et d'avoir des enfants. Et ça reste quand même quelque chose qui est social. Alors, ça n'a pas été élu démocratiquement, mais ça reste dans la norme sociale d'avoir des enfants. 92 à 93% des femmes ont un enfant. Et ça n'a quasiment pas changé. À 1 ou 2% près depuis 100, enfin, c'est plutôt contemporain. Ça n'a pas changé. Même si, alors là, il y a des mutations sociétales majeures qui est en train de se passer, qu'on a du mal encore à interpréter, avec la baisse de la natalité, mais quelque chose qui se passe il y a longtemps d'avant. Alors ça, c'est toute la question de la naissance et des enfants, d'avoir des enfants, combien de fois. Il y a un autre phénomène majeur, sociétal, qui se passe, ça s'éloigne de la transplantation. Il y a, en fait, ça devient parce que c'est 800 000 à 700 000 à naissance annuelle, tu vois. C'est énorme comme chute d'annualité. Et un deuxième phénomène en parallèle qui n'a jamais été observé depuis la légalisation de l'IVG, c'est l'augmentation du nombre d'IVG. D'habitude, la courbe d'IVG suit la courbe de la natalité. On va globalement à 4 enfants en élément, un IVG. Attention, pour la première fois, elle se rapproche. Il y a quelque chose qui se passe, et que je ne sais pas la réponse, je pense que personne ne l'a, c'est les sociologues qui répondent, c'est est-ce que les femmes, les couples, ce sont les femmes qui ont des enfants, qui font des enfants directement, vont ne vraiment pas faire d'enfants. Et on va passer de 90 à 80% peut-être de faire d'enfants, ou elles retardent simplement leur projet de grossesse, c'est-à-dire qu'on va retrouver les naissances parce qu'elles font plutôt les enfants à 38 ans. Et ça, je n'ai pas la réponse à ça. Il y a une mutation sociétale, je digresse, mais n'empêche que la demande d'enfant, elle est quand même sociétalement acceptée. Alors, on n'a pas voté dessus, mais. Mais c'est pas la même chose. Enfin, là c'est pas la même question. Bien sûr que bien sûr que la demande sociétale évolue et c'est pas la question. C'est à partir du moment où on enclenche un processus de recherche. Est-ce que vous, quand vous l'enclenchez, vous réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir pour la que à moyen et long terme. Quand vous enclenchez le processus de recherche, est-ce que vous vous dites, mais dans le fond, peut-être que, mais là en fait c'est pas vous directement puisque c'est l'équipe pionnière de fait. J'ai compris, mais le médecin, il y a les deux réponses. Il y a la réponse. Et donc vous ne réfléchissez pas aussi en tant que citoyen. Mais si, quand même. Non mais ça veut dire que c'est deux raisonnements parallèles. Pour moi, oui, parce que je m'adresse à une situation, à des patientes, parce que je négocie des patientes, qui ont une situation de détresse à laquelle il faut répondre. C'est aussi simpliste que ça. Après, oui, mais c'est bizarre. Ça a le mérite de dévoiler ce qui est la réalité. La médecine a souvent agi comme ça. Non, mais là, c'est pas. Tu comprends ma question quand même. Tu comprends ma question. C'est pas juste qu'il n'y a pas de problème. Les médecins font la recherche, c'est vrai. Ça a été posé au niveau de politique judiciaire. On pose la question de la régulation démocratique des choix de recherche. Mais d'un autre côté, on ne va pas faire voter les citoyens à chaque fois qu'il y a un projet de recherche. Donc, ça non, mais il y a d'autres moyens. Donc ça pose la question des moyens aujourd'hui. Et donc, par contre, ce qui est vrai, et c'est quand même un sujet de société aujourd'hui, c'est qu'il y a des médecins qui, nous, on propose notre technologie. Et c'est important ce que je veux dire. On le met dans le champ de la recherche. Et j'insiste sur l'importance de l'avoir fait. Et dire une fois qu'on aura prouvé les choses dans le champ de la recherche, on demandera à la société si elle veut y aller. Donc c'est quand même une façon nouvelle de faire. Fut un temps, le sujet aurait été d'emblée dans le soin, il aurait été validé. Or, actuellement, et c'est ce que, encore une fois, demande le comité national d'études. Une fois que les chercheurs ont prouvé quelque chose, alors c'est vrai que c'est la pandémie, je l'entends, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, demain, je ne suis pas sûr que la greffe d'utérus sera autorisée en France. Au motif de ce qu'on a dit. Peut-être que d'un point de vue technologique, ce sera prouvé, peut-être d'un point de vue médical, on dira ça se passe bien, mais si la question de accès à l'utérus pose problème, bon, ça c'est mon premier volet. Mon deuxième volet, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. C'est que là, je vais parler d'une injection à des situations de personnes vivantes, de donner leur utérus, parce que c'est de l'a dit, il a bien fait soulever le débat, pourquoi le débat a bien lieu quand même. Et deuxième point, il ne faut pas oublier qu'il y aura peut-être des prélèvements sur personnes décédées. Et que du coup, ça marchera peut-être bien parce que les traitements investisseurs vont évoluer, les techniques chercheurs vont évoluer. Et du coup, c'est un autre
si c'est un prélèvement utérus de personne décédée, Ah, c'est plus du tout les c'est un mêmes autre enjeux, c'est débat clair. qui fait plus d'injonction citoyenne et qui. C'est sûr. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est bien qu'on ait le débat aujourd'hui, mais on ne peut pas trancher complètement. Je ne pense pas qu'on puisse trancher aujourd'hui. Ce sera le plan qui va primer. Sociétalement, il y a le débat sociétal qui est son remboursement. Il ne m'appartient pas. Ça, c'est un débat de société. C'est à la société de décider si on estime qu'il faut mettre 100 000 € avec la finance pour les enfants pour permettre à les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'en avoir. Je ne vais pas répondre à ça, moi. C'est pas mon rôle. Alors, quand si vous me posez la question, je vais pouvoir vous répondre, mais je vous mets du côté des patients et de la demande que j'ai soulevée. C'est tout. Parce que je prends la casquette médicale, et c'est pour ça qu'on interrogera au nom de la société. Donc, tout à l'heure, on va peut-être voir sur une ou deux dernières questions, mais ça montre l'importance du débat. Parce que moi, je pense que dire aux plus jeunes, effectivement, quand on disait les antennes de télé, j'étais un peu critique, on peut vous parler que du progrès scientifique, par contre, la prouesse technologique, et dire voilà, la promesse technologique, c'est ça. Si on dit derrière, il y a autre chose, il y a des choix citoyens, il y a des choix économiques, voilà, il y a des choix éthiques, ça vous montre que, quand même, des fois, on critique les politiques un peu facilement, et qu'objectivement, faire un texte de loi pour dire demain vous autorisez ou pas, ça ne va pas être si simple que ça. On répond directement à la question, Fanny. Je pense que c'est la raison pour laquelle le législateur voulait faire une liste. Il y avait dans l'intention du législateur historiquement de dire qu'est-ce que la société prend et qu'est-ce qu'elle ne prend pas, et qu'est-ce qu'elle rembourse, qu'elle ne rembourse pas, ce qu'elle veut faire. De manière étonnante, la liste en attend. Finalement, sur la liste, pour l'instant, il y a un consensus en fait de ce qui peut être fait, et ça, on regarde les chiffres qu'on a mis je pense que c'est pour cette raison aussi qu'on n'a pas eu besoin de faire une liste, parce que le consensus, ils sont là. Après, l'utérus, c'est une autre question, puisque c'est pas un organe vital à la différence des autres organes qui sont visés par les agences, même si c'est pas dans la loi, c'est des agences qui regardent le cherchent. C'est une vraie question, et là, je pense que les législateurs s'en saisira, mais peut-être qu'on va être dans un cadre, s'ils décident de l'accepter, dans un cadre particulier, à des conditions restrictives. Toutes ces questions seront posées dans le cadre des débats qui regardent la thématique pour une plutôt vocation à avoir lieu dans le cadre du droit bioéthique, donc avec les débats citoyens. Je voulais juste revenir sur le parallèle que vous avez fait entre la ligature de trompe et le fait d'enlever l'utérus. Vous avez dit que pour vous c'était exactement la même question. Alors pour moi il me semble que c'est pas exactement la même chose. Alors ça les jeunes étudiants ne le savent peut-être pas, mais après une ligature de trompe, si la femme change d'avis, on peut éventuellement proposer un protocole FIV, puisqu'elle a encore ses ovaires, elle a son utérus, on peut aller prélever des ovocytes, faire une fécondation in vitro et un transfert in utero. Alors évidemment, c'est hyper lourd, voilà, mais ça se fait dans tous les CHU où il y a des centres de FIV, des femmes qui ont demandé une ligature de trompe et qui finalement sont revenues sur leur décision parce qu'elles ont changé de conjoint, que finalement elles ont de nouveau un désir d'enfant. Le problème avec le fait d'enlever un utérus à 21 ans, c'est qu'il n'y a absolument aucun retour en arrière possible. Et vous avez, je pense pas que c'est un procès d'intention, vous n'avez pas un procès d'intention, je pense que vous trouvez que les médecins ou les personnes plus âgées ont un regard très paternaliste sur ce type de décision. Et en même temps, j'espère que je n'ai pas ce regard-là, mais ce que je trouve angoissant, c'est la non-possibilité de changer d'avis un jour dans sa vie. Voilà. Et alors qu'il est tout à fait possible de ne pas avoir d'enfant sans en passer par ces méthodes plutôt radicales. Vous voyez ? Alors, oui, non, mais je suis d'accord, mais après, s'il y a une réponse, on va revenir à la vidéo. Non, mais je voulais, en fait, ça rejoint les. C'est pas, ça rejoint pas la stérilisation tuvaire, ça rejoint des demandes, en fait, de patientes qui sont aussi dans lequel l'utérus parfois, à des âges très jeunes, sans motif ou indication médicale, qui nous posent énormément de problèmes, et on ne sait pas quelle réponse formuler, et c'est en ce sens que ça rejoignait ce type de questions. On ne sait pas très bien réponse, parce qu'il n'y a pas d'indication médicale, c'est l'indication que vous appelez ça sociétale. Alors, je ne sais pas si je vais être réducteur ou provocateur, mais j'avais un de mes deux patrons de médecine, c'est Newton, un Cochin, qui avait connu, notamment, la question du traitement des patients en immunodépendance. Il disait, certains
certains me disaient « Ah, mais c'est dramatique, on va sauver des patients diabétiques, et comme le diabétique de type 1 est génétiquement transmissible, on va avoir de plus en plus de patients diabétiques. » Et lui, il répondait « C'est pas grave, on va en traiter de plus en plus. » Sur l'ICSI, puisqu'on parlait de la transmission de l'infertilité, les gens disaient « Oui, on va faire naître des enfants infertiles. » Non, on ne peut pas le faire. Mais les médecins disent « Non, c'est pas grave. Puisqu'on a l'ICSI, on fera l'ICSI sur eux aussi, comme ce sera amélioré, ils vont aussi créer. » Derrière ta question, il y a quelque chose, alors c'est pas de la surenchère médicale, pas de l'inflation médicale, mais d'un côté, c'est l'histoire de la médecine. À chaque fois, la médecine, peut-être tort, hein, peut-être qu'elle va trouver, mais est toujours dans l'inflation technologique, c'est vrai. C'est vrai. Le médecin, peut-être qu'il faut le freiner de temps en temps, parce qu'il y a des savants fous, hein, d'accord, mais quand même, il est toujours dans cette logique de dire à la société, on pourra te passer les places après. Alors là, quand je t'entends dire, on va faire une graine d'utérus et que le modérateur dit, il y a des gens qui doivent se dire, il exagère un peu. Mais moi, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que peut-être que, effectivement, tout ça va s'arrêter, parce que c'est impossible. On va peut-être conclure de soirée. Mais peut-être aussi qu'il y aurait une forme, non pas de banalisation, mais d'automatisation. Je reviens sur l'historique. Il faut dire un Jean Burdet, transportateur rénal mécaine, que j'ai lu comme ancien patron qui nous faisait ça, raconte un vindicte populaire, d'accord, et scientifique qu'il a eu autour de la grève de l'Inde, parce qu'on avait le même type de débat. On lui disait, va-t-on demander aux citoyens de demander leurs organes, leur don de rein, d'accord? Aujourd'hui, le don de rein en intravivant pose quasiment plus de débat de société, c'est très accepté. Et on disait, c'est quoi le coût? D'accord? Il y a des magnifiques de débat. Est-ce que la société va être préparée? Et donc, on y est allé. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on ira toujours? Je suis entièrement d'accord. Il y a quand même un élément quand même de débat de fond très différent par rapport à la grève de rein. C'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, la pénibilité, on n'a pas cette la pénibilité du parcours de ces femmes est énorme. Et le risque d'échec final est énorme. C'est-à-dire que, quand même, la fille, on dit que ça marche. Ça ne marchera pas. L'implantation des embryons, ça marchera ou ça ne marchera pas. Le fait que la souffrance de ces femmes soit mesurée, je ne sais pas, il faudra quand même travailler. Tout ça fait partie de la recherche. Et le dernier volet, quand même. In fine, je le redis, il y a des alternatives. L'alternative, alors, moi, je l'ai dit de manière peut-être pour nous provoquer. Il y a l'alternative de la GPA, il y a l'alternative de l'adoption. Donc le débat de société est loin d'être clos sur celui-là. Juste pour vous retenir avec les take-home questions, les questions sont multiples. Sur greffe de rein, sur greffe de poumon, sur greffe de foie, ces questions n'étaient pas aussi complexes que ça. Je laisse le mot de la conclusion, Vincent. Je peux conclure après tous ces débats. Non, mais il y a un autre champ qui s'ouvre et qui sont à la fois médical, pur et dur, il y a un autre champ éthique sociétal parce que on est en train de toucher du doigt deux histoires de médecine qui se rejoignent. Et la problématique et la compétition familiale, et qui sont éminemment sociétales, toutes les deux. Et des méthodes. Donc là, on les additionne pas, on les multiplie, ces questions se posent. Et donc, je pense que nous n'avons pas la conclusion ce soir. Je pense que c'est plutôt bien à et encore une fois, on a tout début de cette histoire de transplantation utérine. Voilà, on a découvert en 2014 que c'était possible. Voilà. 10 ans plus tard, il y a eu 3 greffes en France. Donc on a un peu de temps de réfléchir encore. Il faut savoir ce qu'on va faire dans notre société pour réaliser des utérus et à qui on est. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Merci aux invités, aux encadrants. Il faut savoir qu'on a également des tenues. Voilà. Saint-Michel, c'était des fois je suis un peu provocateur. Voilà. Pour vous dire que quand vous aurez 50 ans, vous direz peut-être on avait assisté au premier débat sur la greffe d'utérus en France, parce que, en fait, c'est vrai, c'est un sujet qui est d'actualité, et vous nous direz. Dans le rétroviseur, on a bien décidé ou mal décidé de vos propres convictions, c'est le principe du débat éthique. Merci.